Bonjour et bienvenue à la vidéoconférence, au webinaire Stratégie d'efficacité énergétique pour le patrimoine de la région Grand Est. C'est un webinaire organisé par Envirobat Grand Est en partenariat avec l'Ordre des architectes, l'Adréal, CEREMA, le Parc des Vosges, des Ballons des Vosges, pardon, et le CAIE. Je suis Katharina Brockstedt, la coordinatrice de la partie alsacienne d'Envirobat Grand Est. Nous sommes soutenus par Climaction, alors la région Grand Est et ADEME, et l'INSA et la FFB nous soutiennent aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine, de gérer un patrimoine. Aujourd'hui, c'est pas facile du tout, gérer un grand patrimoine. On a des évolutions réglementaires qui sont assez costauds, comme le décret tertiaire, décret BACS, les décrets sur la QAI, la qualité de l'air intérieur, la RE 2020, toutes les questions de rénovation. Il y a une question de coût, bien évidemment, coût énergétique est tellement haute voilà, mais pas que ça, le coût d'usage, le coût global, la maintenance, la durabilité. On a besoin de confort, comme toujours. Ça, c'est vieux comme toujours, mais il faut qu'on se pose la question d'usage pour pouvoir mutualiser les pièces. Il y a les risques climatiques qui viennent malheureusement très fortement. En dehors du confort d'été, l'inondation, la RGA et toutes ces thématiques sont énormes. Est-ce qu'on fait l'énergie renouvelable? Est-ce qu'on travaille avec les matériaux biosourcés? Comment on désimperméabilise les sols? Est-ce qu'il y a une question de biodiversité à traiter sur le bâtiment, de végétalisation? Et à côté de ça, il y a une montée de compétences des équipes. Est-ce qu'il faut former? Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Comment on finance tout ça? Comment sont les aides, la taxonomie? Tout. Bon, bref, quelle stratégie avoir? Nos intervenants sont Joël Schmitt, qui est la responsable du pôle efficacité énergétique et énergie renouvelable à la région Grand Est, et Nicolas Louis, qui est l'AMO pour les travaux de la région. Il est AMO exploitation maintenance CVC pour la région. C'est le cabinet Bernard. Et les deux vont vous expliquer comment ils font pour le patrimoine de la région. Merci pour votre présence et bonne conférence à, à toutes. Oui, je passe la parole, je départage à Joël Schmitt. Ok, donc je me présente. Katharina m'a déjà présenté. Je suis responsable du pôle efficacité énergétique et énergie renouvelable à la région Grand Est au sein de la direction de l'immobilier et de la maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais vous faire cette présentation avec une intervention également de Nicolas Louis, notre AMO, sur un point bien spécifique. Si vous avez des questions, comme l'a dit Katharina, vous pouvez les écrire. Alors, on essaiera d'y répondre un maximum par oral. Mais l'une ou l'autre fois, Denis Marchal, le chef de service performance énergétique de la région Grand Est, pourra aussi être amené à y répondre. Donc, ne soyez pas étonnés de voir Denis Marchal vous répondre à vos questions. Donc, du coup, je vais vous présenter rapidement le sommaire de la présentation. Donc, un bref rappel sur le contexte, les enjeux auxquels on fait face et les premiers résultats qu'on peut avoir là au bout de 2-3 ans d'action, donc parfois même sans faire des investissements conséquents. Et puis, ce qui se passe en termes de rénovation énergétique sur le patrimoine de la région, sur le bâti, les actions qu'on a fait par rapport au chauffage pour réduire les consommations électriques, les consommations d'eau. Et enfin, on fera un focus vraiment spécifique sur les contrats d'exploitation des installations techniques qu'on a mises en œuvre et qui nous permettent d'agir concrètement sur les réductions de consommation de chauffage et électrique. En premier lieu, un petit rappel sur les aspects réglementaires. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail des différentes lois et des différents décrets qui ont été passés sur le sujet. Il y en a beaucoup, mais simplement sur cette diapo et citer la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la loi Elan de 2018, dont découle le décret tertiaire, le décret tertiaire dont on entend beaucoup parler, qui nous oblige à faire 60% d'économie d'énergie d'ici 2050 avec un premier palier à 2030 avec 40% d'économie d'énergie. Tout ça pour dire que cette réglementation, ces obligations de réduction des consommations d'énergie datées
daté de... Ah, on a fermé la porte, un de mes collègues a fermé la porte, mais je risque de plus avoir le Wi-Fi. J'espère que ça ne va pas couper. Vous me direz si ça coupe. Hein. Oui, il réouvre la porte du coup. C'est exprès que j'avais laissé la porte ouverte. Bon, du coup, excusez-moi. Donc, tout ça pour vous dire que cette réglementation datait d'avant la crise du Covid, d'avant l'envolée des coûts d'énergie en 2022. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à tous ces sujets avec le coût de l'énergie. Ça fait un an et demi, mais il y avait une réglementation qui datait déjà de plusieurs années avec des obligations, des objectifs à atteindre en 2030, 2040, 2050. Donc, il y avait déjà des actions que la région avait commencé à mener avant le Covid et qui ont pu être mises en œuvre. Vous allez voir comment déjà depuis 2020-2021. Donc, les enjeux, les chiffres clés par rapport au patrimoine de la région sont les suivants. On a 235 lycées publics, 3 CREPS. Il y a 60 bâtiments régionaux. Donc, les bâtiments régionaux, c'est le siège à Strasbourg, les hôtels de région, les maisons de région réparties sur le territoire ou des haras, une maison régionale des sports. Bref, donc finalement un patrimoine assez hétérogène parce que même au sein des lycées, il peut y avoir des lycées professionnels dans lesquels il peut y avoir des ateliers, des gymnases, il y a de la demi-pension, des bureaux, de l'externat, de l'internat. Donc, il y a vraiment tout type de bâtiments qui peuvent aller des bâtiments historiques à des bâtiments très modernes. Donc, on a quasiment 5 millions de mètres carrés à gérer. Ça fait environ 3000 bâtiments. Donc, sur ces 3000 bâtiments, il y a à peu près 95% qui sont des lycées et les autres sont donc des bâtiments régionaux. Donc, en termes d'enjeux énergétiques, on arrive dans le vif du sujet. Sur une année, le patrimoine de la région consomme donc 600 gigawattheures d'énergie par an. Donc, sur ces 600 gigawattheures, il y en a 4/5, c'est pour le chauffage et 1/5, c'est pour l'électricité. Donc, en haut à droite, vous avez les enjeux en termes de budget. Sur 2023, c'était à peu près 100 millions d'euros qui ont été dépensés. Et là, c'est 50-50 entre le chauffage et l'électricité. Vous voyez que l'électricité pèse pour 1/5 dans la conso et pour la moitié de notre budget. Donc, effectivement, le prix du kilowattheure en 2023 électrique était 4 fois plus important que celui du kilowattheure pour le chauffage. Donc, notre perspective pour atteindre les objectifs du décret tertiaire sont mis de manière théorique sur le graphe que vous avez à droite. Donc, l'année de référence, on est à 694 gigawattheures. Donc, notre objectif en 2030 est d'atteindre 416 gigawattheures, donc avoir une baisse de 40%, avec une courbe théorique de baisse avec tout un tas d'actions à mener que je vais décrire pour atteindre cet objectif de 416 gigawattheures en 2030. Les résultats de 2022, c'est le deuxième histogramme ici, sont meilleurs que la théorie prévue, et je vais vous dire pourquoi, mais ça n'obère en rien tout ce qu'il faut faire pour continuer et atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, par rapport aux actions qu'on a prévu de mener pour être dans les clous, c'est sûr qu'en premier lieu, on pense souvent à rénover le bâtiment, à isoler les bâtiments, changer les fenêtres ou isoler les toitures. Mais il faut quand même bien avoir en tête que c'est des coûts énormes, avec des temps de retour très importants d'isoler les bâtiments, et qu'il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire et qui ont un temps de retour beaucoup plus court et qui ont un impact pour le moins significatif sur les baisses de consommation. Donc, en tout cas, notre feuille de route à nous, point de vue du chauffage, donc il y a d'une part les rénovations thermiques de bâtis, puisqu'il faut en faire quand même, évidemment. Il y a la gestion optimisée des systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc, on y reviendra vraiment en détail et c'est ce qui nous permet, on estime à 20% d'économie d'énergie de chauffage par ce biais-là. La baisse de température, on va y revenir, et les bonnes pratiques qui doivent nous permettre de baisser de 10% nos consommations. Concernant l'électricité, il va y avoir la généralisation des LED, donc le programme Néolux,
la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, et ainsi que tout un tas de projets de changement d'équipement et de bonnes pratiques qui doivent aussi permettre d'atteindre les moins 40%. Je vais revenir sur tous ces points plus en détail dans la suite de la présentation, mais c'est pour vous dresser un panorama global de la stratégie de la région Grand Est par rapport à l'efficacité énergétique de son patrimoine. Donc pour mettre toutes ces actions en place, il faut des moyens, effectivement. Donc, en juin 2022, l'Assemblée plénière, donc les élus de la région Grand Est, ont pris une décision, ont lancé un programme de 450 millions d'euros pour pouvoir mettre en place toutes ces actions et atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que je vous disais avant. C'est les actions qu'on va décrire en détail, qui sont la déclinaison des 450 millions d'euros. Je ne vais pas parler, mais il y a le programme également de raccordement des lycées à des réseaux de chaleur pour 12 millions d'euros. Ça ne permet pas de réduire la consommation énergétique en tant que telle, mais par contre, ça a un impact sur le bilan carbone, le mix énergétique de la région Grand Est. Donc ça, c'est par rapport aux dépenses, les 450 millions d'euros, ce qui est une dépense énorme, mais il faut aussi avoir en tête que on bénéficie des plans de relance national, France Relance, plan de relance européen qui s'appelle REACT-EU, qui est un petit pan du programme FEDER, et on valorise aussi les actions qui sont les fiches standardisées dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Donc, ce n'est pas négligeable parce que France Relance, on a pu bénéficier d'environ 35 millions d'euros de recettes. Par REACT-EU, c'est de l'ordre de 20 millions. Et actuellement, tous les travaux qu'on a pu faire et qui ont été valorisés par des certificats d'économie d'énergie, on est à un équivalent à peu près de 2 millions d'euros. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir été prêt au moment des plans de relance à pouvoir avoir fait déjà des audits énergétiques, avoir préparé des contrats qui permettaient de lancer des travaux dans le cadre des plans de relance, nous ont permis d'aller plus vite que ce qu'on pensait au départ, puisque on a eu cette opportunité de bénéficier des 80% de subventions sur les coûts hors taxes de ces opérations-là. Donc, sur toutes les actions qui ont été menées jusqu'à présent, en termes de tonnes équivalent CO2 évitées par an, on est à 30 000 tonnes par rapport à l'année de référence du décret tertiaire. Donc forcément, avec toutes les actions qu'on va encore mener, cette quantité de tonnes de CO2 évitées chaque année va encore drastiquement augmenter. C'est aussi un indicateur qu'on regarde évidemment. En termes de premiers résultats, avant de venir dans le détail des actions qui nous ont permis d'atteindre ce résultat, on a souvent comparé l'année 2022 à l'année 2019. En fait, sur l'histogramme que vous avez, c'est la totalité de l'énergie qui est dépensée, dont on a besoin la région Grand Est pour tout son patrimoine. Donc en 2019, en fait, c'est la dernière année, on va dire, normale, avant le Covid. Donc forcément, en 2020, puisqu'il y a eu les confinements et on a fait beaucoup de réduits, on a de fait une quantité d'énergie moindre. En 2021, on avait une surventilation des locaux, notamment avec du tout air neuf. On a ouvert les portes, les fenêtres pour ventiler. Donc forcément, on a une surconsommation cette année-là. Et d'ailleurs, on est revenu quasiment au niveau de l'année de référence Opéra de 2010. Et donc, en 2022, là, c'est une année charnière. On va voir sur la diapo suivante, où on a déjà eu les premiers résultats des actions mises en œuvre depuis 2020-2021. Et on a eu donc une baisse de 17% entre 2021 et 2022. Et depuis 2019, qui était la dernière année classique, normale, avant Covid, on est à une baisse de 10%. Bien sûr, ces données de consommation sont corrigées par rapport à la rigueur climatique. Ce ne sont pas des données brutes de consommation. À chaque fois, on a corrigé
par rapport à la rigueur climatique de l'année en question pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc je reviens sur l'année 2022 qui est vraiment une année charnière pour nous, qui est assez représentative de ce qui a pu se passer. Si vous regardez, donc là on a un histogramme de la consommation mois par mois sur l'année 2022. À chaque fois en bleu, on a la consommation de l'année 2019 et en vert la consommation de l'année 2022. Donc sur le début de l'année 2022, les 4 premiers mois, on était encore en mode un peu surventilation, post-Covid. Donc on était à une consommation 2022 importante, au-delà de 2019. Et puis à partir du mois de mai, on a commencé les actions de bonnes pratiques. La première action a été de demander simplement à tous les établissements d'arrêter leur chauffage aux vacances de printemps, parce que souvent il était coupé plus tard, mi-mai, fermé. Donc là, arrêt anticipé du chauffage. Donc on voit tout de suite la baisse par rapport à 2019. Et puis au cours de l'été 2022, donc c'est là où les coûts d'énergie se sont envolés. On a eu une première tranche de travaux qui en plus ont été livrés, qu'on avait menés. Et à partir du mois de septembre, il y a eu des consignes précises nationales du président de la République qui ont été relayées par le président de la région de mettre à 19 degrés partout le chauffage. Donc là, le président de la région a fait même un webinaire avec tous les proviseurs d'établissements. Je veux dire, tout le monde s'est impliqué au plus haut niveau pour que ces consignes soient mises en œuvre de manière homogène. Donc le chauffage a été également allumé tardivement en octobre, voire après les vacances de la Toussaint pour certains établissements. Et il y a eu des dialogues de sobriété énergétique avec chacun des établissements. Donc on peut remarquer sur la fin de l'année une nette baisse de consommation en 2022 par rapport à 2019, alors qu'au début de l'année, c'était l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette année 2022 a été vraiment charnière et les résultats sont de moins 10% du coup sur cette conso de fin d'année par rapport à l'année 2019. Donc maintenant, je vais venir plus en détail sur les actions qui font notre plan d'action global. J'espère que je ne lis pas le... Je laisse les questions écrites pour l'instant et puis on pourra y revenir. Donc par rapport à notre plan d'action, un premier volet dont je parlais tout à l'heure est le volet sur le bâti. Donc il y a un certain nombre de bâtiments qui sont rénovés au fur et à mesure. Chaque année, on a un plan de renouvellement. On a des critères parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un patrimoine de plus de 3000 bâtiments. Donc, quand on a 3000 bâtiments, bon, déjà, la première difficulté est de bien connaître son patrimoine. Chaque bâtiment, on a vraiment une grosse hétérogénéité dans les différents bâtiments. Donc, on va regarder la vétusté du bâti, les consommations énergétiques de ces bâtiments. Donc, on a un logiciel qui s'appelle DeepKey, sur lequel remontent toutes les consommations de tout notre patrimoine. Donc, on va aussi faire des extractions et repérer ceux qui consomment le plus de manière absolue et ceux qui consomment le plus en ratio au mètre carré. Et enfin, on va regarder par rapport à la pertinence du cadastre solaire, puisque en fait, on a fait un cadastre solaire en 2019 de tout notre patrimoine pour repérer quels bâtiments et quels pans de toiture étaient les plus pertinents du point de vue de la production photovoltaïque. Donc là, c'est pour pouvoir aussi privilégier les bâtiments qui vont être ensuite pertinents pour, après la rénovation de la toiture, pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques dessus. Donc tous ces critères sont pris en compte pour pouvoir définir quels bâtiments vont être rénovés l'année suivante. Oui, donc juste, je parlais de rénovation aux normes BBC, bâtiments basse consommation, tout simplement parce qu'il y a des objectifs à horizon 2050 d'avoir un patrimoine qui soit totalement aux normes de bâtiments basse consommation. Donc en fait, on a mis en œuvre des clauses environnementales qui sont mises dans tous les marchés passés par la région, les marchés de travaux, pour qu'il y ait une homogénéité des caractéristiques demandées lors des travaux.
Typiquement, quand on va refaire une toiture, on va avoir un certain nombre de caractéristiques en termes d'isolation, en termes de compressibilité, en termes de surcharge admissible pour la pose ultérieure de panneaux, etc. Donc, on a un certain nombre de clauses, lot par lot, qui sont indiquées. Donc, j'ai mis quelques exemples. Le but n'est pas que vous lisiez ce qui est écrit en petit, hein, c'est normal, c'est parce qu'on ne va pas entrer dans le détail. Mais enfin, il y a un certain nombre de clauses, lot par lot, que ce soit pour la charpente, l'ossature-bois, les isolants. Donc, par rapport charpente, ossature-bois, je ne l'ai quand même pas mis au hasard, c'était juste pour dire que la région Grand Est est signataire du pacte bois et biosourcés. Et donc, elle a des engagements à respecter. Donc, sur ce sujet, par exemple, les projets doivent intégrer, si c'est des projets neufs, 35 kg par mètre carré de surface de plancher de bois ou de matériaux biosourcés, ou bien, si c'est une rénovation, 15 kg par mètre carré de surface de plancher de bois et de matériaux biosourcés. Le bois doit être du bois local, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont demandés de manière systématique dans tous les projets, dans tous les marchés de travaux, puisque la région est signataire du pacte bois et biosourcés. Par rapport aux isolants, on le voit un petit peu ici, mais par exemple, on a des performances techniques qu'on demande de respecter. Donc, dès qu'une toiture est touchée, l'isolant qui est mis en œuvre doit offrir un R supérieur à 7,5, le plancher bas, un R supérieur à 3,5, ou les murs, un R supérieur à 5. Voilà, c'est des exemples qui font que, après, si on touche un des éléments, il doit être BBC compatible pour que, in fine, en 2050, notre patrimoine soit BBC. En termes de confort d'été, puisqu'on parle aussi ici spécifiquement efficacité énergétique, en termes de confort d'été, on demande par exemple à ce que les toitures, quand c'est des toitures terrasses, aient des revêtements qui soient blancs pour permettre une meilleure résistance aux surchauffes estivales. Voilà, ça fait partie des éléments. Pour les menuiseries, pareil, là aussi, le UW inférieur à 1,3, donc il y a des bonnes performances thermiques. Il doit y avoir des protections contre le rayonnement direct en été, ce genre de choses, puisque effectivement, on ne veut pas mettre en place de climatisation, donc c'est vraiment des systèmes passifs qui doivent être mis en place, comme des brise-soleil orientables. Voilà, ce genre de choses. Donc du coup, par rapport à ça, depuis 2021, qu'on a commencé ce qu'on appelle le plan lycée vert, on en est actuellement à 109 opérations qui ont été votées par les élus, donc 125 millions d'euros. Donc soit ces opérations sont terminées, parce qu'il y a un certain nombre qui sont terminées dans le cadre des plans de relance, elles devaient être finalisées au 31 décembre 2023, et il y en a quelques-unes qui sont en cours avant que les prochaines ne démarrent. Donc sur ces 109 opérations depuis 2021, il y a 12 opérations de rénovation thermique globale, donc où on a vraiment géré la toiture, les murs, emplacement des menuiseries, le plancher bas et la ventilation, évidemment, et 97 opérations qui sont seulement sur un des éléments du bâtiment, mais au niveau BBC absolument. Donc sur ces 97, il y en a 80 qui concernent uniquement les toitures, parce que c'est ce que je vous disais, on privilégie vraiment dans un certain nombre de bâtiments de rénover les toitures, qu'elles soient nickel point de vue isolation, pour qu'on puisse ensuite y mettre des panneaux solaires pour faire de l'autoconsommation. Ça, on va y revenir. Donc ça, c'était ce qui concernait le bâti pour gagner, réduire les consommations par rapport à l'enveloppe du bâtiment. Sur les systèmes de chauffage, on a mis en œuvre des contrats d'exploitation. Donc là, on va vraiment faire un focus en fin de présentation, donc je ne vais pas trop m'attarder. On a vraiment une gestion optimisée du chauffage. Le but, c'est d'avoir, dans le cadre de ces contrats, des travaux d'amélioration des performances énergétiques, pour avoir ensuite un objectif de réduction de conso qui soit évolutif en fonction des travaux qui sont effectués.
parce qu'on estime à 20% les gains potentiels sur les consommations de chauffage grâce à ces contrats d'exploitation. Donc, c'est vraiment tout sauf négligeable. Donc, on y revient vraiment en détail un peu plus loin. En termes de réduction de consommation, donc là, purement électrique, on a le programme qu'on a appelé le programme Néolux. Donc là, sur ce programme-là, il s'agit de remplacer tous les anciens luminaires dans les établissements et dans tout notre patrimoine par des LED. Donc, on a passé à un marché, on a fait un marché global sur toute la région avec 3 lots géographiques. Le principe de ce marché, c'est que la région va acheter les LED par rapport aux besoins qui sont remontés par les établissements et par les gestionnaires de patrimoine. On va les acheter, on va les livrer sur place. Ce sont des agents des établissements en local ou les EMOP, ce sont les équipes mobiles d'ouvriers professionnels qui vont pouvoir les installer sur place. Donc, ce qu'on estime, ce qu'on a pu constater, c'est vraiment des réductions de consommation importantes de l'électricité qui est liée à l'éclairage. Donc, en moyenne, ça dépend le luminaire qui était installé avant, mais en moyenne, c'est une réduction tout de suite de 50% des consommations électriques liées à l'éclairage quand on remplace par des LED. Donc, sur la première année, puisque ce marché a démarré en septembre 2022, sur la première année, on a passé plus de 7 millions de commandes pour 78 300 luminaires dans 158 lycées. Donc, on continue, on a un marché de 4 ans. Pour l'instant, on gère principalement avec ce marché les salles de classe, les couloirs, l'administration, les internats et les endroits plus spécifiques où il y a besoin d'études plus précises d'éclairage seront gérés dans un deuxième temps. Donc, les résultats par rapport à ces commandes, il y a 2 exemples sur des lycées. Le lycée Kirchleger à Münster, qui, lui, a installé 530 luminaires en 2022. Donc, quand on a comparé les consommations électriques entre 2022 et 2023 sur les mêmes mois, on était à 23% d'économie d'énergie. Sur le lycée Jacques Callot, à Vendeuvre-les-Nancy, donc là, on était à 19% d'économie d'énergie. Donc, ces économies, donc là, c'est sur l'électricité, pas que sur l'éclairage. Ces économies, vous voyez, elles sont vraiment très, très importantes, très significatives. Elles vont aussi dépendre, dans notre marché, elles vont dépendre du type de lycée, puisqu'il y a des établissements professionnels où il y a des ateliers avec beaucoup de machines qui consomment de l'électricité, donc forcément la part de l'éclairage est plus faible. Donc, la part dans la conso totale ne sera pas forcément la même. Et il y a aussi des lycées pour lesquels on a livré un certain nombre de LED. Ils sont en train de les installer, mais ils ne les ont pas tous installés. Donc, on n'a pas encore la pleine mesure de la réduction des consommations qui seront permises par les LED. Mais enfin, donc, on a quand même un certain nombre d'établissements où on constate immédiatement des réductions importantes de consommation d'électricité. Donc, le remplacement par des LED, c'est vraiment quelque chose qui est factuel et qui est très efficace. Donc, un autre élément, voir un petit coup. Un autre élément pour réduire les consommations d'électricité, puisqu'on a vraiment aussi voulu regarder ce point en détail, les consommations d'électricité, puisque comme je le disais au début, en 2023, le prix du kilowattheure chez nous était 4 fois plus important que le prix du kilowattheure de gaz. Donc, on a installé en milieu d'année 2023 dans les 24 lycées les plus consommateurs en termes d'électricité des modules SmartX. Donc là, c'est des petits modules qui sont installés, c'est installé de manière non intrusive sur le tableau général dans l'entrée et qui permettent d'identifier les consommations par usage. Donc vraiment, le petit module qui est installé va ensuite reconnaître les signaux électriques des différents équipements du lycée, des différentes sources de consommation électrique du lycée,
comme votre oreille, quand elle écoute un orchestre, pourrait reconnaître les ondes sonores qui viennent du violon ou du saxophone. Bon, bah, le petit module, il va reconnaître ce qui vient de l'éclairage en termes de signal électrique, ce qui vient de la ventilation, ce qui vient des fours dans la cuisine, etc. Donc vraiment, ça va nous permettre de regarder dans le détail, dans chaque lycée qui ont été équipés, quelles sont les sources de consommation électrique et ensuite d'agir sur ces équipements-là ou de faire des actions pour réduire. Donc un exemple au lycée Franklin Roosevelt à Reims. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, c'est pour vous montrer le type d'informations qu'on peut avoir pour une semaine avec la somme. Vous avez à gauche la somme de toutes les consos électriques de tous les usages. Et quand on regarde de manière précise, ce qui est ici en rose, voilà, c'est un certain type d'usage qui s'appelle chauffage résistif ECS. Et on regarde, là c'est le week-end, les jours de semaine, que quel que soit le jour, on a un créneau, que j'ai entouré là, un créneau de consommation de 25 kWh chaque nuit entre minuit et 1h50. Donc là, bah, typiquement, c'est vraiment en regardant ça qu'on s'est rendu compte de ça et qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui provoque ce créneau de consommation de 25 kW toutes les nuits, sans distinction de semaine, de week-end, pendant 1h50, et donc qui, au final, sur un an, consomme et coûte beaucoup. Où on s'est rendu compte également par ça que la ventilation, donc ça, c'est ce qui est en bleu ici, voilà, on consomme toujours pareil en ventilation, la semaine, la nuit, le week-end, talon de consommation continue de 19 kW, sans aucun réduit. Donc ça aussi, c'est pas normal. On est en train de voir avec notre exploitant pour qu'il puisse y avoir des réductions la nuit et le week-end de conso par rapport à la ventilation. Quand le lycée est inoccupé, ça ne sert à rien de faire marcher H24 la ventilation. Donc, on a des résultats probants sur le lycée pour lequel on avait fait une expérimentation, puisqu'avant d'installer ces modules dans 24 lycées, on avait fait un essai sur un, le lycée Émile Matisse à Schiltigheim. Donc, c'était en 2021, on a installé donc toujours ce petit SmartX sur le TGBT à l'entrée. Et donc, en termes de chauffage-ventilation, ça, c'est un graphe. Vous voyez un graphe de la journée type, de minuit à minuit. Avant les actions qu'on a menées, on avait un profil de consommation, là, c'est les pointillés. On avait un profil de consommation type. Et après les actions, voilà, ça a été nettement réduit de 36% en termes de conso électrique. Qu'est-ce qu'on a fait comme action? La première, ça a été de modifier le pilotage des pompes. Et exactement, il marchait tout le temps. Les pompes marchaient tout le temps. Donc, la première chose, donc sans aucun investissement, un arrêt des pompes quand on était en inoccupation. Et on a fait un petit peu d'investissement aussi. On a remplacé et redimensionné 5 pompes. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect chauffage-ventilation. Le lycée, lui, a agi directement et immédiatement sur l'éclairage. Parce que l'éclairage, donc avant qu'on fasse des actions, vous voyez le profil de consommation, là, c'est les petits pointillés. Et après les actions, c'est en dessous. Donc là, ce qu'a fait le lycée, il est intervenu sur la programmation de l'éclairage. Coupure d'une partie d'éclairage nocturne extérieur, éclairage de façade, l'éclairage de la cour, etc. Et coupure de l'éclairage intérieur du lycée pendant les vacances, la nuit et le week-end. Donc, quand les élèves, les profs, quand le lycée fonctionne, il n'y a eu aucune modification. C'est vraiment, tout a été regardé à la loupe par rapport aux horaires de fonctionnement. Ils se sont demandé, mais là, ça marche, c'est éclairé jusqu'à 22, 23 heures, on n'en a pas besoin. On va couper ça plus tôt. Pareil, le matin, ils réallumaient les lumières beaucoup trop tôt. Ils ont changé tout ça. Donc là, il n'y a eu aucun investissement et 59% de réduction de consommation électrique sur l'éclairage. Et ça, c'était avant de commencer le programme de relamping par des LED.
Donc là, je n'ai pas encore les résultats de ce lycée-là depuis qu'ils ont commencé le relamping par les LED, mais c'est donc encore plus significatif. Donc c'est aussi pour vous dire qu'en regardant dans le détail le fonctionnement des systèmes, sans même faire des investissements ou très peu, on peut avoir déjà des réductions vraiment significatives des consommations. En termes de réduction de la consommation électrique, on a un autre levier qu'on a testé. C'est l'abaisseur régulateur de tension. Parce qu'en fait, la tension qui est délivrée par les fournisseurs, elle peut osciller autour de 230 volts, plus ou moins 10%. Du coup, là, avec l'abaisseur régulateur de tension, le but, c'est de l'abaisser autour de 215 et de stabiliser, pour plus qu'il y ait d'oscillation. Donc, on a essayé d'installer un abaisseur régulateur de ce type au lycée Yourcenar en octobre 2022 pour voir, pour tester, déjà aussi pour voir s'il n'y avait pas d'impact sur le fonctionnement du lycée, si le lycée remarquait quelque chose. Il n'y a eu aucun impact, ça a marché sans souci et on a pu constater de manière factuelle une baisse de 8% de la consommation de ce lycée. Donc là, on a préparé un marché qui est en train d'être notifié pour avoir un déploiement plus large de ce type d'abaisseur régulateur de tension dans d'autres établissements, en commençant par les plus consommateurs d'électricité, bien sûr. Donc voilà, donc vous voyez, on essaie de voir un petit peu toutes les pistes qui peuvent exister. On les teste généralement sur un bâtiment ou sur un lycée pour voir ce que ça donne. Si ce n'est pas concluant, on ne déploie pas plus largement. Et puis, si c'est concluant, on essaye de voir comment le déployer. Alors, sur les aspects photovoltaïques, on voit un petit coup. Sur les aspects photovoltaïques, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fait un cadastre solaire, donc une étude complète de notre patrimoine en 2019, pour voir quels étaient les bâtiments et les parkings de notre patrimoine qui étaient pertinents pour y installer des panneaux photovoltaïques. Donc, on est parti, on a étudié nos 3000 bâtiments et à peu près 1000 parkings. Et en étudiant le gisement, le potentiel photovoltaïque, la complexité de mise en place de panneaux, parce qu'évidemment, à côté de la cathédrale de Strasbourg ou à côté d'un aéroport, ça ne va pas être pareil que dans d'autres endroits où ça va être plus facile. Donc, bref, on a vraiment, sur la base d'un multicritères, fini par avoir un résultat de 1102 bâtiments de notre patrimoine qui seraient pertinents et d'environ 80 parkings. Donc, ces 1102 bâtiments, c'est à peu près 1,8 million de mètres carrés de toiture. Et sur les 235 lycées de notre patrimoine, il y en a donc environ 220 qui sont concernés, donc une très grosse partie de nos lycées. Donc ça permettrait d'avoir 236 mégawatts crête, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive. La partie gauche, c'est le résultat basiquement du cadastre solaire. Donc en toiture, on aurait un potentiel de 236 mégawatts crête. Donc là, pour avoir un ordre d'idée, ça nous permettrait si on installait tous ces panneaux-là, on pourrait effacer plus que la consommation électrique de tout notre patrimoine. Et c'est aussi l'équivalent à peu près d'un quart de tranche de centrale nucléaire. Donc c'est vraiment pas négligeable ce qu'on pourrait installer si on installait tout ce qu'on peut, tout ce qui est pertinent. Donc là, la stratégie qui a été prise par la région Grand Est, c'est ces 236 mégawatts crête de les installer potentiellement de deux façons. Une première façon, une première partie pour 66 mégawatts crête, c'est des projets d'installation de centrales photovoltaïques sur chacun des 220 lycées dont je vous parlais, qui sont pertinents du point de vue photovoltaïque, à hauteur de 250-300 kW crête par lycée. Pourquoi? Parce que c'est pour faire un maximum d'autoconsommation. Donc là, c'est la région, les chefs de projet de la région qui installent ces panneaux sur des toitures rénovées
puisqu'il s'agit vraiment de d'abord rénover les toitures, qu'elles soient isolées point de vue BBC, et ensuite de mettre dessus des panneaux pour vraiment maximiser l'autoconsommation en local. Et donc, on estime à peu près, en moyenne, pouvoir effacer 25% de la consommation de nos lycées de cette manière-là. Et le reste, l'autre partie des 236 MW crête, donc les 170 qui restent, c'est donc les autres bâtiments du lycée qui n'auraient pas été couverts tout de suite. Donc pour faire de la revente, cette fois-ci, ça serait via une société de projet dédiée qui est en cours d'étude du point de vue juridique et financier par nos services, pour pouvoir massifier et la rénovation des toitures, puisqu'on veut toujours le faire en premier, puis la pose de panneaux pour faire de la revente. Voilà la stratégie qui est prévue par la région Grand Est par rapport à la solarisation. Point de vue des parkings, donc il y a une loi qui date du mois de mars dernier, la loi d'accélération de la production d'ENR, qui va nous obliger à couvrir la moitié de surface de nos parkings de plus de 1500 m² des panneaux photovoltaïques. Là, on est en train de regarder pour lancer un appel à manifestation d'intérêt pour vraiment respecter les aspects réglementaires, mais on ne compte pas spécifiquement faire de l'autoconsommation avec ces panneaux-là. Donc, par rapport aux panneaux, je reviens sur l'aspect panneaux qui sont mis en place pour faire de l'autoconsommation par les chefs de projet de la région, donc vraiment en interne. En fait, comment on a géré cet aspect-là? On a fait un accord cadre avec 6 lots géographiques. Donc, on a divisé la région en 6 parties. Et pour chacun des lots géographiques, il y a 4 titulaires qui ont été retenus dans le cadre de cet accord cadre. Donc ensuite, pour chacun des projets, pour chacun des lycées, par exemple, on veut mettre des panneaux solaires, eh bien, on va mettre en concurrence les 4 titulaires du lot. Si le lycée se trouve ici, eh bien, on va mettre en concurrence les 4 titulaires de ce lot-là pour la pose de ces panneaux. Il va y avoir une conception par rapport à ça, et puis on va en choisir un des 4 pour la mise en place des panneaux. Donc, il y a 37 opérations qui ont été votées par les élus en mars dernier, 37 opérations de pose de panneaux. Et il y a déjà 8 marchés qui sont notifiés. Donc, les premières centrales photovoltaïques devraient être posées d'ici fin 2024 dans ce cadre-là. Voilà, donc le but est vraiment de maximiser l'autoconsommation. Donc, on a un exemple précis sur un des lycées. Pardon. Exemple du lycée Schumann à Metz. Donc, on voit une vue aérienne du lycée Schumann avec le résultat du cadastre solaire dont je vous parlais. Donc, il y a des toitures en rouge qui sont très favorables point de vue solaire. En jaune clair, elles sont moins favorables. Et en tout cas, il y a un grand bâtiment bien positionné ici, qui est le bâtiment Externa 1, qui a bénéficié d'une rénovation thermique globale dans le cadre du plan de relance France Relance. Donc aussi bien les façades, les menuiseries extérieures ont été changées, la toiture isolée. Et donc sur cette toiture qui vient donc juste d'être faite, a été lancé un marché subséquent, donc dans le cadre de l'accord cadre dont je vous parlais. Et c'est la société Sunvie qui a été choisie et qui va donc poser cette année 552 panneaux Voltec Solar pour la production. Donc on est à 215 kW crête. Et donc sur ce lycée, par rapport à la courbe de charge, la façon dont le lycée consomme de l'électricité, quand est-ce qu'elle en consomme, on estime qu'il va y avoir une autoconsommation de 60% de cette production de panneaux. Donc quand on fait un calcul de temps de retour sur investissement, on a d'une part les coûts qui sont éludés, puisqu'on a consommé sur place une grande partie de ce qui était produit par les panneaux, donc on n'a plus à l'acheter sur le réseau. Et d'autre part, ce qui est produit par exemple l'été et qu'on n'a pas besoin de consommer sur place,
puisqu'on n'a pas de besoin à ce moment-là, dans ce cas est revendu. Donc quand on additionne les deux, on a un coût de 61 000 € par an. Donc avec le coût d'investissement de cette centrale photovoltaïque, on a un temps de retour qui est environ de 7 ans pour cette opération-là. Donc on a fait le calcul pour cette opération-là, mais on est dans cet ordre d'idée en général pour les coûts actuels et de centrales photovoltaïques et de coût de l'électricité du mégawattheure. Voilà, donc ça c'était un exemple concret par rapport au projet de photovoltaïque. En termes d'action, j'en parlais tout à l'heure, c'était le programme de raccordement des réseaux de chaleur. Donc là, ça ne baisse pas les consos, mais ce que je disais, ça va renforcer notre indépendance aux énergies fossiles, hein, puisqu'on étudie toujours chaque proposition de raccordement à des réseaux de chaleur par rapport aux aspects économiques, mais aussi environnementaux. Et ça nous permet, nous aussi, de supprimer les productions de chauffage en local, donc la maintenance de nos chaufferies, les mises aux normes réglementaires, etc. Donc, on regarde tous ces aspects avant de donner notre accord ou pas à un raccordement à un réseau de chaleur. Donc, sur les 235 établissements qu'on a dans notre patrimoine, il y en a 90 qui sont déjà raccordés à des réseaux de chaleur urbains et on est en train d'en étudier une quinzaine de plus. Une diapo sur l'eau, puisqu'on on s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qu'on peut faire pour préserver la ressource en eau. Donc là, on estime en fait que sur toute l'eau qu'on achète pour notre patrimoine, il y en a au moins 20% qui part tout simplement dans les fuites. Donc c'est un constat énorme quand on s'est intéressé au sujet, qu'on a découvert qu'il y avait quand même plus de 20% de l'eau qu'on achetait qui partait dans les fuites. Donc on a décidé d'équiper tous les établissements en compteurs communicants qui doivent nous permettre de détecter les fuites. Alors ce qu'il y a, c'est parce que jusqu'à présent, comment on détectait des fuites d'eau, c'était quand on recevait, quand les établissements reçoivent la facture d'eau, d'un mois sur l'autre, ou de 3 mois sur 3 mois, ou de 6 mois en 6 mois, ah mince, ça a augmenté, il doit y avoir une fuite. Donc là, pendant ce temps-là, il y a pas mal d'eau qui est partie dans la nature et donc qui a été gaspillée. Donc là, en fait, c'est les principes des compteurs communicants d'eau avec des algorithmes internes vont pouvoir détecter tout de suite un changement de débit, même une chasse d'eau qui coule sur un établissement de plus de 10 000 m², ça va être repéré dans les compteurs communicants. Donc nous, ça nous permet de détecter les fuites et d'intervenir très rapidement. Le coût de ces compteurs, donc on est en train de poser les derniers. Il y en a 960 qui sont posés, qui sont en train d'être finalisés par rapport à la pose. Ça a coûté 2,8 millions d'euros. Ça aussi, c'est des coûts qui ont bénéficié du programme France Relance. Tous ces compteurs d'eau, voilà, nous donnent accès à une plateforme. Et ici, en bas à gauche, il y a un exemple d'une fuite qui a été détectée sur un des lycées, le lycée Jean Mermoz. Donc après, on peut configurer des alarmes et puis la personne qui est entrée dans le système reçoit une alarme. Donc on a une grande partie des fuites, je ne sais pas, 80-90%, c'est vraiment des robinets restés ouverts ou des chasses d'eau qui coulent. Mais après, il y a un certain nombre de fuites qu'on n'aurait pas repérées facilement, qui vont être des fuites dans des colonnes montantes ou des fuites sur des réseaux enterrés qui sont bien plus compliquées à détecter et qu'on peut détecter grâce à ce système. Donc, vont nécessiter plus de recherche. En tout cas, rien qu'avec ce système, on a pu éviter des fois des robinets restés ouverts pendant des vacances scolaires, 15 jours sans que personne s'en aperçoive. Donc, grâce à ce système, on a pu déjà économiser beaucoup. Ça, c'était sur les aspects de l'eau. On va en venir au focus. Le focus sur les contrats d'exploitation de chauffage. Donc, les contrats en fait qu'on a mis en place sur les installations techniques, en fait, ils résultent
Le type de contrat, c'est un contrat de type P2, P5, PFI, mais bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, hein, parce que ça peut paraître barbare, comme ça tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que ça signifie. En fait, quand il y a eu la fusion entre les 3 régions, Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, il y avait tout un tas de types de contrats en cours avec les établissements, pour les bâtiments. Donc ça nous a permis, nous, de comparer en fait ce qui existait, les avantages, les inconvénients des différents systèmes, parce qu'on avait vraiment des manières différentes de gérer les choses en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc finalement, c'était une richesse de pouvoir comparer les manières de faire des uns et des autres, et de pouvoir cheminer ensemble vers ce qui nous semblait être une manière la plus pertinente de notre point de vue de gérer les choses. Donc, on a abouti à des contrats donc, qui sont mis en place au fur et à mesure que les contrats précédents se finissent. Depuis, les premiers ont été mis en place en juillet 2020, et puis là, depuis 2023, tous les établissements ou presque sont gérés par ce type de contrat. Donc, c'est des contrats de 8 ans par allotissement, avec un allotissement géographique, c'est-à-dire il y a une dizaine d'établissements, de sites par lot. Et le périmètre est assez complet, il recouvre vraiment tout ce qui va concerner les installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement d'air, de ventilation, traitement d'eau, les adoucisseurs, etc. Et puis toutes les installations électriques qui sont associées à ces installations-là. Donc dans le contrat P2, P5, PFI, qu'est-ce que ça signifie? Tout ce qui est P2, c'est vraiment la maintenance quotidienne, les petites réparations, les visites, les remplacements des pièces qui ont un coût unitaire en dessous de 500 € hors taxe. Enfin, c'est vraiment le quotidien. Donc tout ça, c'est compris dans la prestation P2 qui est payée à l'exploitant de manière annuelle. Ensuite, on a le P5. Donc ça, c'est sur des bordereaux de prix, avec des bons de commande à chaque fois. Donc il y a plusieurs cas de figure. Soit on a un remplacement d'une grosse pièce qui a une valeur unitaire supérieure à 500 €. Du coup, là, on fait un bon de commande pour la remplacer. Ou bien il y a certaines prestations de services, notamment des prestations de services liées à la présence éventuelle de légionnels. Et puis il y a tout ce qui concerne les travaux d'amélioration des performances énergétiques. Donc là, on va en parler plus spécifiquement, c'est vraiment ça, pour le coup, c'est pas du remplacement de quelque chose qui casse, ce sont des travaux qui sont prévus d'une année sur l'autre, des packs de travaux qui vont comprendre par exemple des automates de régulation avec du pilotage centralisé. Donc ça nous permet vraiment d'être dans les clous par rapport au décret BAX. On a tous des obligations sur les bâtiments existants en termes de gestion technique centralisée des systèmes à horizon 1er janvier 2025 ou de 1er janvier 2027 en fonction de la puissance de notre système de chauffage. Donc ça, c'est important aussi par rapport à ça, pas seulement pour suivre et optimiser les consommations d'énergie, mais aussi pour respecter la réglementation. On va poser des vannes d'équilibrage ou des robinets thermostatiques ou mettre en place des pompes qui soient à débit variable, toujours dans l'optique d'optimiser, de réguler. On fait vraiment, l'objectif, c'est qu'ensuite nos exploitants puissent faire de la haute couture avec les installations pour vraiment réguler très finement par rapport aux besoins et toujours économiser tout ce qu'on peut économiser en termes d'énergie, de chauffage ou d'électricité. La partie PFI du contrat, c'est-à-dire prestation forfaitaire d'intéressement, là, en fait, basiquement, c'est le fait d'avoir un objectif de consommation et donc de le respecter. Si on le respecte, c'est bien. Si on ne le respecte pas, on a des pénalités. Et donc là, l'originalité de ce contrat, c'est d'avoir directement dans le contrat des objectifs qui vont être évolutifs, puisqu'on indique dès le départ, par exemple, que si on met en place une gestion technique centralisée, la cible de conso, elle va être diminuée de 12%. Si on fait des travaux d'équilibrage, la cible va être réduite de 8%, ou si on investit, on met des robinets thermostatiques partout, l'exploitant va devoir faire 10%
de réduction de consommation. Donc, c'est contractuel, il n'y a pas, c'est dès le départ, c'est indiqué, et du coup, ça permet d'être clair dans les discussions avec les exploitants en fonction des travaux qu'on commande. Ils savent les objectifs de consommation qu'ils doivent atteindre l'année suivante pour avoir leur intéressement. Donc là, je vais passer la parole à Nicolas Louis, notre AMO, qui va pouvoir vous donner des exemples concrets de ce que donne ce type de contrat sur les lots qui suivent. Joël, est-ce qu'on peut... il y a une seule question qui n'a pas été... pourquoi ça fait cet effet qui n'a pas été répondue. Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est absolument génial, là, tous ces retours. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou pas fonctionné à la bonne hauteur, comme vous avez imaginé? Isabelle Saladé demande ça. Attendez. Oui, est-ce qu'il y a certaines actions testées qui se sont avérées contre-productives? Ah, contre-productive. C'est encore différent de ne pas fonctionner à la hauteur. Oui, c'est vrai. Désolée, Isabelle. Contre-productive. Je vais y réfléchir. Ne pas forcément fonctionner à la hauteur de ce qu'on voudrait. Alors, Nicolas Louis va intervenir pour un lot qui marche assez bien. Il y a d'autres lots pour lesquels les résultats ne sont pas encore aussi près, et on y travaille. En termes de contre-productivité, je vais y réfléchir pendant que Nicolas Louis intervient. Je vais voir si j'ai un exemple. Merci forcément, beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur Marchand, pour toutes les réponses là dans le chat. C'est vraiment chouette. C'est super. Ok, merci Nicolas. Le but d'aujourd'hui, c'est quand même de montrer les choses qui marchent, mais effectivement, qui marchent moins bien. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Louis, je vous laisse. Bonjour à tous, je suis Nicolas Louis de la société coopérative Cabinet Bernard. On est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des maîtres d'ouvrage dans la gestion de leurs contrats d'exploitation de chauffage. Donc, on s'occupe de mettre en place des contrats d'exploitation de chauffage et ensuite de les suivre dans la durée. On intervient pour le compte de la région sur le secteur de Nancy. On a le suivi d'une petite trentaine d'établissements. Le premier chiffre que je voulais voir avec vous, enfin vous présenter tout du moins, c'était les baisses de consommation d'une manière un petit peu macro sur l'ensemble des 20 lycées qu'on a sur le secteur de Nancy. On a une baisse sur les consommations de chauffage qui représente 20%. Alors, ce 20%, ce n'est pas un chiffre tiré du chapeau, ce n'est pas une cible. Ce sont des chiffres concrets qu'on a mesurés avec des compteurs, qu'on a corrélés au degré jour unifié, donc pour tenir compte de la rigueur climatique. Dans la première diapo, je vous ai dit qu'on suivait 30 sites. Ici, il n'y en a que 20. Je n'ai pas choisi les 20 meilleurs sites. C'est simplement qu'il y a des sites qui ne sont pas dans un contrat type PFI. Il y a des sites où on a des particularités techniques qui font qu'ils ne rentrent pas dans le scope. Mais le but, c'était vraiment de vous présenter un panel global. Et globalement, sur l'ensemble des sites, on a moins 20%. Je les ai séparés en deux parties. Les sites pour lesquels il n'y a eu pas ou très peu de travaux qui ont été réalisés. Et sur ces sites-là, on a tout de même une baisse de consommation qui est de l'ordre de 16%. Et ensuite, on a des sites pour lesquels il y a des travaux, on va dire, lourds qui ont été réalisés. Et pour ces sites-là, on a moins 21%. Les travaux lourds dont je vous parle, ce n'est pas des travaux qui ont été réalisés sur le bâti, c'est vraiment sur le scope équipement technique, chaufferie, sous-station, radiateur, ventilation. La région avait décidé de mettre en place un plan d'amélioration de la performance énergétique qui a bénéficié à l'ensemble des lycées. Alors, à différents niveaux, puisque 100% des lycées ont bénéficié de la mise en place de compteurs d'énergie. La mise en place de compteurs d'énergie, c'est une base qui est vraiment importante quand on veut faire de la performance énergétique parce que ça permet de mesurer l'état zéro et de mesurer la progression. Il y a tout de même une mise en garde quand on installe des compteurs énergétiques, c'est qu'il ne faut pas forcément les multiplier à outrance. En fonction de la taille de votre patrimoine, en fonction de la complexité de votre patrimoine, il faut trouver le bon curseur entre le bon nombre de compteurs pour éviter les surinvestissements et surtout pour pouvoir les suivre périodiquement. Un compteur que l'on suit, il faut au minimum pouvoir le suivre mensuellement. Donc, vous imaginez bien que si on multiplie le nombre de compteurs, au bout d'un moment, on n'a plus le temps matériel de faire ce suivi et on n'a plus d'intérêt.
voilà, il y a un petit curseur à choisir. Dans ce plan d'amélioration de la performance énergétique, il y a également des sondes de température ambiante qui ont été mis en place dans tous les établissements et de manière assez massive. Ça permet d'avoir une cartographie des températures ambiantes dans les établissements. C'est aussi un point qui est très important puisque si on n'arrive pas à mesurer le confort et aussi les éventuelles surchauffes, on a du mal à mettre en place les actions correctives qui vont en face. Ça, c'était 100% des bâtiments qui ont été équipés. Ensuite, on a 75% des bâtiments qui ont bénéficié de ce qu'on a appelé le pack GTC, qui comprenait un désembouage complet un désembouage complet des installations de chauffage. Toutes les pompes de chauffage qui n'étaient pas à variation de vitesse ont été remplacées par des systèmes à variation de vitesse. Je vais en a un petit peu parlé parce qu'en fait, ces pompes de chauffage permettent de faire un gain à la fois sur la partie chauffage, sur les consommations de chauffage, mais également sur les consommations électriques. Il y a un réel intérêt de pouvoir massifier ces remplacements. Et ensuite, le dernier élément du pack GTC, c'est bien entendu la solution de GTC complète. Donc, c'est-à-dire que toutes les chaufferies, toutes les sous-stations, toutes les centrales de traitement d'air sont raccordées sur des GTC pour permettre à l'exploitant d'accéder à distance à l'exploitant et à l'AMO et à la région, puisque tout le monde a accès aux données, d'avoir accès aux données et de pouvoir faire du paramétrage au plus fin possible et de pouvoir accéder à distance pour éviter d'avoir systématiquement un technicien à déplacer dès qu'on a un petit correctif à faire. Donc ces solutions GTC sont déjà déployées sur une bonne partie des établissements. On a encore des réglages, mais j'y reviendrai après. Et ensuite, il y a 30% des établissements qui ont bénéficié d'une rénovation de la chaufferie. La première chose dans les travaux de rénovation de chaufferie, c'est qu'on a ajusté les besoins de puissance au réel. Il y a encore beaucoup d'installations pour lesquelles les chaufferies sont surdimensionnées. Et en fait, le fait de recaler les besoins est déjà une action de performance énergétique en tant que telle. Toutes les chaufferies qui ont été rénovées ont bénéficié de la mise en place de chaudières à condensation. Et lorsque c'était possible, on en a profité pour optimiser les productions d'eau chaude sanitaire. Tous ces travaux sont une base importante pour faire de la performance énergétique. Mais la clé de voûte de tout ça, c'est le contrat de performance énergétique. C'est juste la diapo d'après. Merci. Ce contrat de performance énergétique, il est très important et il doit être suivi. Alors, la région a fait le choix d'utiliser les compétences externes de cabinets de conseil comme le nôtre, hein, mais on n'est bien sûr pas les seuls. En fonction de la taille de votre patrimoine, vous pouvez soit choisir d'internaliser cette prestation-là, vous pouvez choisir de l'externaliser à 100%. La région, c'est un petit peu particulier parce que j'ai un écho. Pour la région, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, ils ont les compétences en interne, mais le patrimoine étant très important, ils se sont adjoints les compétences de sociétés extérieures. Dans notre mission de suivi de ce contrat, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le suivi et le contrôle des prestations P2. Donc, c'est un suivi un petit peu basique qui consiste à s'assurer que l'exploitant réalise correctement la maintenance des installations, réalise les ramonages correctement, réalise les analyses légionnelles correctement. La deuxième partie qui est très importante, et ça je tiens à le souligner, c'est qu'on va sur site une fois par an au minimum. Aller voir ces installations, c'est vraiment la base de la performance puisque ça permet de comprendre comment les installations fonctionnent, comment elles vieillissent, essayer de chercher les pistes d'amélioration, de se rendre compte de comment vit l'installation. Et ça, c'est vraiment très, très important sur tous les patrimoines. Dans le cadre de notre contrat, on assure aussi des prestations plus techniques ou administratives de validation de devis, de conseils divers, de suivi administratif, de contrôle de facturation. Le deuxième point qui découle de notre contrat d'AMO concerne la performance énergétique, le suivi de la performance énergétique. Donc, on a accompagné la région dans la mise en place de toutes les actions que Joël Schmitt vous a évoqué tout à l'heure, donc des rénovations de chaufferie, la mise en place de GTC, les désembouages. On a accompagné la région pour la mise en place de ces actions et également dans le suivi.
On réalise tous les mois des suivis de consommation. Tout à l'heure, je vous ai parlé des compteurs qui devaient être suivis périodiquement. Suivre les consommations, c'est aussi alerter les utilisateurs quand on constate des dérives. Si on ne fait pas ce travail, j'allais dire au jour le jour, c'est peut-être un peu abusif, mais si on ne fait pas ce travail périodiquement, on laisse les dérives s'installer et on a du mal après à identifier l'origine de la dérive. Donc, il faut vraiment réaliser des suivis de consommation très périodiques pour avoir des résultats sur le long terme. Joël Schmidt vous a un petit peu expliqué le fonctionnement du contrat avec des cibles de consommation. Notre mission en tant qu'AMO, c'est également de suivre que ces cibles sont atteintes et lorsqu'elles ont atteintes, d'essayer de comprendre pourquoi elles ne sont pas atteintes et éventuellement de mettre les correctifs. Et puis, quand ces cibles sont atteintes, de fixer de nouvelles cibles aux exploitants. Le but, c'est de toujours être challengeant et d'essayer de toujours aller pousser les exploitants à aller chercher de nouvelles pistes d'amélioration. Et enfin, le dernier élément, c'est le suivi des températures ambiantes. Le suivi des températures ambiantes, c'est important parce que le but de la performance énergétique, c'est pas d'aller réduire le niveau de confort. Le but de la performance énergétique, c'est de donner un niveau de confort à tout le monde, parce que tout le monde râle quand on n'a pas le niveau de confort, mais quand on est en surchauffe, les gens n'ont pas tendance à râler. Et nous, notre job, c'est de dire aux exploitants, attention, sur tel secteur, vous avez des températures qui sont trop importantes, il y a peut-être une action à réaliser. Et puis aussi, on s'assure que les réduits de température sont bien réalisés. J'ai fait une petite diapo parce que le réduit de température, c'est un élément qui est très important et qu'on n'a pas forcément en tête. J'ai pris 3 typologies. Alors, le graphique est un petit peu petit. J'en suis désolé. Alors, il y a 4 barres. Hein. La première barre qui est tout à gauche, c'est le secteur hospitalier. Dans le secteur hospitalier, en fait, on ne fait pas de réduit de température puisque on a des personnes qui sont en souffrance et qui sont présents H24 dans les établissements. Donc, on ne peut pas se permettre de réduire les températures. Par contre, donc, sur la deuxième barre, c'est le résidentiel. Donc, dès le moment où on est dans du résidentiel, on considère qu'à partir de 22h, 23h, une fois que la télévision est éteinte et que les gens se sont mis sous leur couette, on peut réduire le niveau de confort et on peut réduire les températures. Et cette réduction de température, elle représente environ 30% du temps. Donc, c'est pas neutre. Quand on est sur du secteur tertiaire, sur du bureau, hein, de manière classique, ces réduits de température, ils s'appliquent le soir, en général à partir de 18h, 19h, mais ça s'applique aussi les week-ends. Ces réduits de température représentent environ 60% du temps. Donc là aussi, réussir à mettre en place ces réduits de température ont un impact fort sur les consommations. Quand on est sur des établissements scolaires, comme c'est le cas pour les lycées de la région, ça représente jusqu'à 70% du temps. Et donc, parce qu'on rajoute les périodes de vacances scolaires. Et donc, la mise en place et la bonne application de ces réduits de température est vraiment primordiale pour réduire les consommations. Katharina Brogstedt a posé un petit peu la question tout à l'heure, donc j'en profite pour faire la transition. Je vous ai mis un tableau en toute transparence des lycées pour lesquels des travaux avaient été réalisés, des travaux lourds, donc de mise en place de GTC, de rénovation de chaufferie. Et en face, site par site, on a indiqué les pourcentages d'économie. Alors vous voyez qu'il y a des sites où on est en gain de manière significative. Je prends par exemple l'exemple du lycée Poincaré, c'est le lycée Poincaré à Nancy. C'est un cas un petit peu intéressant puisque c'est un lycée de centre-ville, très difficile à isoler, très difficile de remplacer les menuiseries. C'est en secteur classé, donc des travaux sur le bâti sont compliqués à mettre en œuvre. Par contre, on a réalisé les travaux de GTC, on a sur place une équipe de gestion qui est très investie. Et grâce à tout ce travail, on arrive à obtenir des résultats qui sont significatifs puisqu'on a 33% de baisse de consommation de chauffage. On a d'autres sites où on n'est pas encore aux attendus. Je prends le cas des sites qui sont en orange, hein, on est à moins 13, moins 14%. C'est des sites pour lesquels on a déjà fait une partie des gains, mais on sait qu'on a encore une marge de progression. Ça va passer par des réglages, par de la pédagogie aussi avec les usagers.
Et puis, on a aussi des sites pour lesquels on n'a encore pas les résultats, puisqu'on est pratiquement étal sur les résultats. On est à 3%, 2%. Ce pas des sites qui vont rester comme ça dans le temps, c'est des sites sur lesquels le suivi nous a permis de nous dire « Ok, on a fait des travaux, mais on n'a pas les résultats, donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue les réglages, qu'il faut qu'on optimise encore le paramétrage pour aller chercher des pourcentages de gains. » Du coup, la question d'Isabelle, oui. En fait, c'est pas assez réglé, ou est-ce que tu trouves il y a des actions qui ne sont pas en face de ce qu'on avait imaginé? C'est juste une histoire de réglage qui n'est pas encore bien fait? C'est une histoire de réglage qui n'est pas encore bien fait, et c'est aussi que sur un patrimoine aussi vaste que celui de la région, on applique des stratégies et on ne peut pas avoir le même résultat sur tous les bâtiments, parce qu'à certains endroits, on a des complexités techniques qui font que les paramétrages sont plus complexes. Typiquement, il y a certains endroits où on a du mal à mettre en place les réduits parce qu'on a des difficultés à remettre en température le matin. Donc, il va falloir qu'on trouve des autres stratégies pour traiter au mieux, ces problématiques. Mais on va dire que ça nous permet de le traiter de manière massifiée et ensuite d'aller regarder les points de problématique pour aller les traiter comme des points ponctuels. Merci. Mais voilà, c'est pas contre-productif ce qui a été mis, c'est juste qu'on n'est pas au niveau global et qu'on va continuer à travailler sur ces systèmes-là pour les améliorer. Le tableau suivant, c'est les bâtiments pour lesquels on n'a pas fait de travaux. Alors, les seuls travaux qui ont été réalisés, ce sont la mise en place des compteurs d'énergie et des sondes de température. Et on se rend compte en fait qu'on a aussi des résultats qui sont très intéressants, parce qu'on a parfois jusqu'à moins 20% de réduction de consommation. Ces résultats, ce n'est pas des résultats miraculeux, sinon ça se saurait et on nous aurait appelé depuis l'Élysée pour dupliquer ça sur toute la France. Ce n'est pas des résultats miraculeux, ça résulte en fait de la mise en place et du suivi de bonnes pratiques. Je vous ai mis quelques exemples sur la slide d'après. Ce sont des choses que vous avez peut-être déjà entendues, peut-être déjà expérimentées, mais en fait, quand on les met en place de manière systématique, ça porte réellement ses fruits. Le premier point, c'est de consommer l'énergie de manière rationnelle. Ça passe par les mesures de température. Il y a deux éléments quand on suit les températures ambiantes dans des bâtiments. Le premier, c'est de les suivre de manière permanente. Ça permet de voir les évolutions en fonction des tranches horaires. Le deuxième élément, c'est de les suivre de manière ponctuelle. Le suivi ponctuel, ça sert surtout quand on a une demande d'un usager, d'aller catégoriser la demande. C'est-à-dire qu'avec un simple thermomètre, on va dans un bureau, dans une salle de classe, dans un gymnase, on va mesurer la température et on va vérifier si l'inconfort est réel, s'il est localisé ou s'il est généralisé. Et le but de cette mesure, c'est de ne pas avoir le mauvais réflexe d'augmenter la température de manière globale sur l'ensemble du bâtiment, mais de gérer la problématique au bon niveau. Il est fréquent que quand on a une demande pour une température qui n'est pas conforme, ce soit une simple problématique locale, un radiateur qui est en panne, il y a de la présence de boue, un robinet qui est bloqué, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'augmenter la température de manière globale, mais simplement de manière ponctuelle. Le deuxième élément, c'est de consommer l'énergie au bon endroit. Par exemple, ça passe par la mise en place de têtes thermostatiques et du remplacement quand elles sont vétustes, bien évidemment. L'équilibrage des réseaux, ça c'est un point important. L'équilibrage des réseaux permet de ne pas surchauffer une partie du bâtiment pour que tout le monde ait un niveau de confort. Le but, c'est que tout le monde ait un niveau de confort suffisant et de donner la température la plus homogène possible à l'ensemble du bâtiment. Alors, sur le papier, c'est très bien. On sait que dans la réalité, on ne peut pas donner, par exemple, 19 degrés ou 20 degrés de manière uniforme à un bâtiment, puisque on a des faces qui sont plus ou moins bien orientées, mais par un équilibrage, on arrive à réduire de manière assez importante les écarts et d'avoir quelque chose de plus homogène. Le point suivant, c'est de limiter les déperditions. Alors, ça peut passer par la mise en place de calorifus, l'abaissement de température des réseaux, d'optimiser les rendements. Ça, c'est particulièrement vrai sur des chaufferies. Sur une chaufferie, par exemple, où vous avez deux chaudières,
pendant une grande partie de l'année, pratiquement 90% de l'année, on n'a pas besoin de 2 chaudières, on a besoin d'une seule chaudière. Et ces actions permettent d'optimiser les rendements des installations. Le point suivant, c'est de consommer l'énergie au bon moment. On a déjà parlé un petit peu des réduits de température. On peut également parler des horloges. Je l'explique, on a un petit peu parlé tout à l'heure en parlant de la ventilation. Je vais prendre un exemple d'un gymnase, ou plutôt d'un vestiaire sur un stade de foot, par exemple, où on a une utilisation des vestiaires qui est très ponctuelle. C'est-à-dire que pendant tout le match de foot et pendant une bonne partie de la semaine, les vestiaires ne sont pas utilisés. Et puis, il y a quelques heures dans la semaine où on a besoin de ventiler les vestiaires parce que c'est le moment des douches. Le simple fait de mettre une horloge permet d'optimiser la ventilation et donc de réduire les déperditions du bâtiment de manière simple et optimisée. Quand on met en place ces horloges, ça ne veut pas dire qu'on va ne pas ventiler le bâtiment, on va simplement mettre des niveaux de ventilation différents pour réduire les déperditions. Et puis ensuite, il y a des solutions via des détections de présence qui vont permettre d'inciter ou tout du moins de s'assurer qu'on a la présence d'une personne quand on chauffe le bâtiment. C'est le cas par exemple dans une salle des fêtes. Si vous avez une salle des fêtes, la plupart du temps elle est inoccupée. On peut programmer la remise en route du chauffage, mais ça peut être intéressant d'avoir un bouton poussoir, d'avoir un système manuel où on dit voilà, on va prolonger la mise en place la mise en place du chauffage pendant encore 2 heures par exemple, et ça nous assure qu'on retombe dans un régime de réduit à l'issue de l'occupation des bâtiments. Donc voilà, ça, ce sont des exemples un petit peu de bonnes pratiques qui sont sans travaux et qui permettent des gains substantiels. Les moins 20% dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un point d'étape pour nous puisqu'on a encore des objectifs d'amélioration. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'au moins 30%. On a encore des pistes de réglage et d'optimisation des consommations qui vont passer par les outils de GTC qui ont été mis en place en 2022 et 2023. Donc, il y a encore des choses qui sont relativement fraîches et sur lesquelles il y a encore du travail qui va être réalisé par les exploitants. La séparation de circuits, je prends l'exemple dans certains lycées, on peut avoir dans le même bâtiment un internat et des salles de classe qui ont bien sûr des usages différenciés. Si on arrive à séparer hydrauliquement les circuits, on va pouvoir gérer au mieux l'énergie et au mieux la répartir dans les bâtiments. L'équilibrage des réseaux, j'en ai déjà un petit peu parlé. Le point suivant, c'est la mise en place de têtes thermostatiques connectées. Alors ça, c'est un simple teasing puisque c'est Joël Schmidt qui va faire la présentation juste après. La mise en place de production ECS électrique sur des bâtiments où on a assez peu de consommation d'eau chaude sanitaire, la mise en place de production ECS électrique permet de ne pas faire fonctionner une chaudière gaz toute l'année. Ça, c'est ponctuellement des bonnes sources d'économie qu'on va aussi regarder, qu'on a déjà regardé sur un certain nombre de sites pour la région, mais qu'on va continuer à dupliquer. Le raccordement sur des réseaux de chauffage urbain, donc là, ça nous permet de réduire un petit peu les consommations parce qu'en fait, le rendement de production d'un réseau de chaleur urbain est plus intéressant, et c'est surtout le côté décarbonation qui est intéressant. Juste pour synthétiser, il y a 3 points moi, que je voulais vraiment que tout le monde retienne, qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est qu'on peut faire des économies sans faire de travaux lourds. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler, sur lequel il faut travailler. Parce que voilà, chiffre à l'appui, on a pu vous le démontrer. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est le suivi des consommations. Aujourd'hui, un suivi des consommations mensuel, c'est vraiment très important et c'est vraiment ça qui nous permet de mesurer les dérives et qui permet de mesurer les gains quand on met en place des actions. Donc ça, c'est aussi très important. Et le dernier point, c'est la mesure des températures. Aujourd'hui, on peut plus se contenter des plaintes des usagers pour dire on n'a pas les bonnes températures, il faut aller les mesurer. Et dans le cas inverse, il faut aller mesurer les températures pour éviter les surchauffes. Voilà pour ce petit focus sur les contrats et sur les missions des AMO dans les contrats d'exploitation de chauffage. Je laisse la parole à Joël. Merci à tous.
Merci, Nico. Joël, ton micro est coupé. Merci. Entre-temps, j'ai réfléchi. Avant que tu te lances dans l'élan. Ouais, j'ai réfléchi. Pour répondre à la question d'Isabelle Saladé, j'ai pas trouvé de choses contre-productives. Ce qu'on a dit effectivement, c'est qu'il y a des choses qu'on a faites et qui produisent pas encore tout ce qu'on pensait comme effet. Et qu'il faut adapter, ou il y a des choses sur lesquelles on ne généralise pas forcément tout de suite, comme les abaisseurs régulateurs de tension, où on va commencer par les lycées généraux, parce que dans les lycées professionnels, il y a des tas de grosses machines qu'on ne voudrait pas potentiellement abîmer en abaissant la tension de manière trop importante, etc. Donc on prend des précautions par rapport au retour d'expérience, on adapte. Mais de mémoire, on n'a rien fait de contre-productif en tout cas. Et peut-être que pour répondre à une des questions qui a été posée là juste dernièrement, comment avez-vous abordé la phase de sensibilisation des utilisateurs 19 degrés? C'est effectivement pas forcément évident a priori, mais nous, il se trouve que comme je le disais tout à l'heure, c'est le président de la région qui a de lui-même voulu faire un webinaire avec tous les proviseurs et gestionnaires des établissements pour expliquer cette décision qui venait du président de la République, mais pour bien expliquer les enjeux de l'énergie, les enjeux en termes énergétiques, mais aussi en termes financiers, et puis les mesures prises. Donc, et ensuite, charge à chaque chef d'établissement, au sein de son établissement, de diffuser cette information. Donc nous, on a vraiment pour la région eu une impulsion qui est venue du président de la région. Donc c'est pas les services ou c'est pas les financiers qui ont dit quelque chose, c'est pas nous au niveau technique ou c'est pas, donc c'est venu du président de la région. Donc ça s'est passé globalement bien. Et puis après il y a un certain nombre de points spécifiques effectivement d'établissements où il faut intervenir. Faut évidemment, après quand on dit 19, c'est pas 17, hein. Donc il faut à ce moment-là qu'il fasse effectivement au moins 19 partout. Donc quand ce n'est pas le cas, il faut trouver les dysfonctionnements et les résoudre, comme le disait Nicolas Louis, c'est-à-dire il ne faut pas augmenter partout à 21 pour pouvoir cacher les dysfonctionnements, il faut pouvoir les résoudre. Peut-être juste pour finaliser, puisqu'il me restait juste 3 diapos, c'est sur les aspects justement, ce qu'on est en train d'expérimenter, toujours dans l'optique d'expérimenter des réductions de conso. Les têtes thermostatiques connectées, donc là, ce sont des têtes thermostatiques spécifiques. On a fait un essai sur un bâtiment du lycée Pierre Mendès France à Épinal où on a pu constater 18,5% d'économie d'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des têtes thermostatiques là, qui vont permettre de piloter à la salle la mise en route ou pas du chauffage. Donc, jusqu'à présent, on fait par circuit de chauffage. Et là, on est vraiment à une maille beaucoup plus fine. Pour permettre de gérer à la salle. Donc, c'est pour des locaux où il y a de l'intermittence, typiquement. Donc là, on fait des essais sur des établissements en intégrant dans les têtes thermostatiques connectées les emplois du temps des salles, qui sont directement repris de mon bureau numérique. Donc, on fait des essais sur 4 lycées et sur un bâtiment administratif, sur 6 lycées, pardon, et sur un bâtiment administratif à Épinal. Donc ça vient d'être installé ces derniers mois et on est à la première saison de chauffe. Donc on attend le retour d'expérience avec ces têtes thermostatiques connectées. Je sais qu'il y a comme d'habitude quand on teste des nouveautés technologiques, il y a des réglages à faire, il y a des explications à donner, comme par exemple au lycée Couffignal. Donc là, il y a le lycée Couffignal à Strasbourg, qui est un gros lycée de 51 000 m² avec 10 bâtiments. Jusqu'à présent, il y avait 14 circuits de chauffage. Et là, avec les thermostatiques connectées, il y en a 805 qui ont été installés en novembre et décembre. Et on va pouvoir piloter 459 zones différentes. Donc, c'est vraiment... l'objectif est vraiment de chauffer une salle que quand il y a cours. Et l'heure d'après, il n'y a pas cours, on ne chauffe plus, on rechauffe pour l'heure suivante, etc. Donc vraiment d'aller dans le détail très précis des occupations des locaux pour pouvoir économiser un maximum l'énergie. L'objectif par rapport au lycée Couffignal, il y avait une consommation initiale
avec le bouquet de travaux dont a parlé Nicolas Louis juste avant, donc mise en place de gestion technique centralisée, des pompes à débit variable, des travaux d'équilibrage, c'est de gagner 20% d'économie d'énergie, et avec les têtes thermostatiques connectées, de gagner encore 10% pour pouvoir vraiment avoir donc une optimisation absolue des consos de chauffage. Alors bon, ce matin même, il y avait quelques têtes thermostatiques connectées qui ne marchaient pas, du coup, il y avait des petits soucis, mais on est en train de régler tout ça, et c'est justement à ça aussi que sert le retour d'expérience, d'expérimenter des nouvelles technologies comme ça sur quelques lycées avant éventuellement de les déployer. Un autre test qu'on est en train de faire, ce sont les déstratificateurs d'air. Donc là, les locaux concernés, c'est les locaux qui ont des hauteurs sous plafond de 10 mètres. Donc nous, dans notre cas de figure avec les lycées, typiquement, ça va être des gymnases ou des ateliers. Le but, c'est vraiment d'homogénéiser la température au sein des locaux, parce qu'on peut avoir une variation de température jusqu'à 1 degré par mètre de hauteur. Donc le but, c'est si c'est homogène, la température de consigne va pouvoir être plus faible pour qu'au sol, les gens aient la température contractuelle. Donc là, on vient juste d'équiper 2 gymnases à Charleville, dans des lycées de Charleville, et on est en train de faire des mesures. Donc pareil, là, à l'issue de quelques semaines, on aura des résultats, mais en tout cas, on espère à peu près 10% d'économie sur les consommations de chauffage de ces bâtiments-là. Donc voilà un autre essai en cours. Voilà, j'en ai terminé. Katharina, je ne sais pas s'il reste des questions. Il reste une discussion assez intéressante, je trouve, entre la question à partir de quel moment c'est intéressant de couper un chauffage. Il y avait quelqu'un qui a proposé 2 heures pour vraiment faire des gains, parce que si je descends trop la température, je mets beaucoup plus d'énergie pour chauffer ensuite. Vous avez testé ça, peut-être aussi Nicolas, toi tu as peut-être des retours? Les cas sont très rares où ça vaut pas le coup. Ok. En fait, l'énergie qu'on a besoin pour remettre en température, c'est de l'énergie qu'on aurait, quoi qu'il arrive, consommée pour maintenir en température. Donc, alors effectivement, pour 2 heures, ça vaut pas forcément la peine, parce que les réglages sont pas forcément simples partout. Mais on entend parfois que sur certains bâtiments, ça vaut pas le coup de faire un réduit, parce qu'on réduit, par exemple, le soir à 23 heures et on remet en route le matin à 5 heures du matin. C'est très rarement vrai. La plupart du temps, ça vaut le coup de faire ces réduits. Et surtout que quand on décide de couper le chauffage à 23 heures, ça veut dire qu'on peut le couper techniquement peut-être à 21 heures ou 22 heures, parce qu'on a l'inertie du bâtiment qui va encore nous donner le confort pendant cette durée-là. Donc en fait, c'est souvent un simple décalage. Et il y a quelques rares, mais c'est vraiment très spécifique les cas où la mise en place de réduit n'a pas d'intérêt. Et quoi qu'il en soit, ça dépend à mon avis le bâtiment aussi, hein. Comme tu dis, s'il y a l'inertie, si c'est bien isolé, voilà. tout ça. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai quand on est sur des systèmes type chaudière gaz, etc. Un tout petit peu moins vrai quand on est sur de la géothermie, parce qu'on n'a pas les mêmes rendements en fonction des régimes de température. Mais quand on est sur des installations, on va dire, plus classiques, chaufferie gaz ou du réseau de chaleur urbain, 99% des cas, ça vaut la peine de réduire. Il y a une autre question sur les systèmes de la récupération de chaleur. Est-ce qu'ils sont trop complexes ou coûteux en rénovation et quittent la géothermie? Vous avez testé ça? Ouais. Alors sur les... Oui, vous vouliez répondre, Monsieur Louis? Ouais, je peux vous compléter si oui. comment. Vas-y, Nico. Sur toute la partie ventilation, ça nécessite des travaux qui sont en général lourds, parce que en fait, la récupération nécessite de recréer des réseaux aéroliques. Donc, en rénovation, une rénovation complète d'un bâtiment, il faut le faire à ce moment-là, mais c'est pas une opération assez simple. Récupération sur les eaux usées, ça se fait, ça fonctionne bien, mais il faut avoir un bâtiment qui s'y prête, et il y a beaucoup de bâtiments qui sont pas adaptés pour faire ces récupérations sur eaux usées. Donc là, c'est vrai, c'est du cas par cas. Mais après, ça fonctionne correctement. Super. Tu veux
Sur la, Ajouter ouais, quelque bah, chose, sur la géothermie, non, mais on est en train d'étudier le sujet. On a déjà enfin très peu de lycées, mais quelques-uns, et des bâtiments régionaux aussi qui ont des, qui ont des PAC. On est vraiment en train d'étudier le sujet pour voir effectivement déployer éventuellement de ce type de système de chauffage. Donc il y en aura probablement aussi. On est vraiment en train d'étudier le sujet. Ok. On est 14h30, c'est tard. Mille merci. Je suis d'accord avec Michel Hubert de l'Adréal qui dit qu'est-ce que c'était intéressant. J'ai appris énormément de choses, notamment sur l'histoire du prix. Vous faites 4/5 des économies en chauffage, mais en fait, c'est au niveau de prix, c'est pareil 50-50. pour l'électricité et le chauffage. Ça m'a vraiment impressionné. Et quand je vois des programmes comme Neolux qui vont juste en relamping, font jusqu'à 23% là dans un lycée, c'est assez impressionnant. J'ai vraiment appris aussi quelque chose sur des moyens là comme le module SmartX de vérifier où est-ce qu'on a où sont les dysfonctionnements en fait. C'est ça le grand questionnement qui qui était vraiment intéressant, je trouve. Ah oui, détecter les fuites d'eau. 20% de l'eau, ça c'est pas mal aussi, hein. Incroyable. En tout cas, pour résumer, je trouvais ça très bien, Nico. Consommer l'énergie de manière rationnelle, au bon endroit et au bon moment, c'est la devise. Et on va voir dans les prochaines conférences comment font la CEA, le CG 54 et à la fin de l'année l'EMS, comment sont les stratégies. Mais celle-ci était extrêmement intéressant et comme dit Catherine Ruth, très clair, très intéressant. Mille merci à Joël et à Nicolas et à Monsieur Marchand pour toutes ces superbes réponses dans le chat. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bravo. Et à très bientôt, à la semaine prochaine, peut-être pour ceux qui sont intéressés pour les ponts thermiques en rénovation. Merci, bonne journée, bon après-midi.